le gouvernement annonce des milliards d'investissements à Kiryat Shmona pour le nord d'Israël. Et pendant ce temps-là, la Sornout, l'agence juive, débloque 1 milliard de shekels pour le Negev occidental, à côté de Haza. Et l'insolence israélienne paye dans le domaine médical des startups. Vous le connaissez, il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie et chaque semaine, il nous parle de ce qui a buzzé dans la presse israélienne et les sujets sont nombreux. Cette semaine, il est sur le plateau. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Daniel, on va commencer avec le Nord qui est devenu priorité nationale, c'est-à-dire que l'argent va couler à flot. Le gouvernement annonce des investissements de milliards dans le Nord, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Effectivement, cette semaine, le gouvernement s'est réuni à Kiryat Shmona et il a fait plusieurs annonces. Première annonce très importante, l'aéroport de Kiryat Shmona, qui était fermé depuis 20 ans, va reprendre de l'activité. Et il sera investi chaque année dedans 200 millions de shekels pour qu'il puisse marcher. Et donc ce sera un aéroport qui va relier Tel Aviv, Eilat. Vous avez dit ce que j'allais le dire. Alors, sur Tel Aviv, ça mettra 40 minutes et sur Eilat, ça mettra 1h15. Donc, ça rapprochera la génial, ouais, bien sûr. Et Kiryat Shmona de l'ensemble du pays, puisqu'on pourra à quelques minutes aller là-bas. Deuxième chose, ils vont aussi investir dans des trains à grande vitesse, genre TGV israélien. Et l'idée est de mettre Tel Aviv à 2 heures de Kiryat Shmona. Donc en train. Ils commencent les travaux maintenant, c'est déjà. Et donc, je suppose, là, c'est pas prêt, quoi. Ça sera moins vite que l'aéroport, mais ça va exister. Ils ont également, concernant les routes, ils vont faire une route jusqu'à Kiryat Shmona où il y aura pas besoin de s'arrêter comme sorte d'autoroute jusqu'à Kiryat Shmona. Ça aussi, ça va coûter de l'argent. De Tel Aviv jusqu'à Kiryat Shmona? Oui, enfin, Kiryat Shmona. Voilà, même à mon avis, jusqu'au sud, quoi, on pourra aller sans problème. Et donc, c'est également, pour ceux qui prendront la voiture, ça ira moins vite. Donc, ça, c'est une question de point de vue du transport. Également, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien sûr, les infrastructures et surtout, point de vue de Kiryat Shmona encore, c'est l'université. Ils vont faire une université à Kiryat Shmona et ils vont investir dedans 30 millions de shekels, encore une fois, pour faire venir les jeunes et l'emploi à Kiryat Shmona. Mais ça, c'est une grande nouvelle, une belle nouvelle. J'espère que ce sera vraiment fait rapidement. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, si le Nord est priorité nationale, est-ce que le Sud l'est aussi? Voilà. On a entendu plus ou moins au même moment la Sornout, c'est-à-dire l'agence juive, a décidé de débloquer 1 milliard de shekels, qu'il a eu des fonds de l'extérieur, pour pouvoir aller plus vite, activer la construction d'appartements dans ce qu'il appelle le Negev occidental, c'est-à-dire la région de Ashkelon, Netivot, toute la région qui a été bien sûr très frappée. Le pourtour de la bande de Gaza, quoi, voilà, en fait, en gros. Quoi. Un peu plus loin, quoi. Mais plus loin, les villes qui sont le plus proches, on va dire. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit aux Yishuvim, donc à ces endroits-là, à ces localités-là, nous, on va vous prêter de l'argent à un taux très faible. Ils ont fait d'ailleurs un appel d'offres pour ça. Et vous n'aurez pas besoin de rembourser ce prêt tant que les maisons ne seront pas construites ou qu'il y ait des gens dedans. Et si jamais les gens n'ont pas acheté, vous pourrez les louer. Et à ce moment-là, l'argent de la location pourrait commencer, comme vous voulez, à rembourser le prêt, ce qu'on appelle un prêt ballon. C'est formidable pour eux. En plus de ça, l'agence juive a fait ce qu'on appelle une garantie de 75 millions de shekels. Première garantie, au cas où il y a certains qui ne pourraient pas payer. Et une deuxième garantie de l'État sur l'ensemble de la somme pour justement faire aller le plus vite possible pour pouvoir se créer ces 1000 habitations. 1000 habitations, 1000 appartements. 1000 habitations dans le Negev occidental. Maintenant, ce qu'ils ont voulu dire aussi, c'est que c'était symbolique, ils ont fait cette annonce plus ou moins le jour où le dernier otage Rangvili a été ramené en Israël. Oui, ça veut dire que on se relève, on continue, on construit, on reconstruit ce qui a été détruit, et c'est plutôt magnifique de voir que notre force est toujours c'est toujours dans le sens de la vie, et c'est ça qui est beau ici. Alors on continue avec une autre nouvelle. Cette fois-ci, c'est une annonce qui a été faite suite à une annonce qui a été faite par les producteurs de lait. Certains supers ont rationné la vente de lait. Alors franchement, on se demande pourquoi, Daniel, puisque finalement la grève n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de manque d'approvisionnement.
on va dire. Oui, c'est une petite leçon de consumérisme que je veux faire ici. Au parlant de mardi de cette semaine, c'est-à-dire ils ont annoncé mardi que mercredi il y aurait justement les vendeurs de lait n'approvisionneraient plus ceux qui fabriquent le lait et donc il y aurait un problème dans les magasins. C'était ça l'annonce qui avait été faite mardi. Et donc finalement, d'ailleurs, il faut le dire, il n'y a pas eu de problème puisque ils ont décidé de négocier encore à ce sujet. Tout ça, on en a parlé souvent ici, le problème de Smotrich qui veut faire baisser beaucoup le prix du lait, ouvrir le lait à l'extérieur, alors que je rappelle ici que le coût, le prix du lait, dans le prix du lait, il y a seulement 30% de ceux qui produisent le lait, ce qu'on appelle les raftanim en hébreu, ceux qui sont dans les tables, et donc c'est pas eux vraiment les responsables du prix cher du lait. Il y a 70% autres, qu'on sait très bien ce que c'est les grandes entreprises qui font du lait, Strauss, Nuva et Tara, qui eux font des bons bénéfices là-dessus. Enfin, pour revenir après cette petite parenthèse, toujours je veux ici protéger les agriculteurs qui ont été tellement braves pendant la guerre et qui méritent plus que ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la presse a relaté la chose suivante, c'était très étonnant. Vous aviez des super où il n'y avait aucun manque, je parle du mardi, donc le jour où il devait y avoir la grève, où on allait dans les super, aucun manque et pas non plus besoin de rationner, vous pouvez acheter autant que vous voulez. Vous aviez des endroits où il n'y avait pas un seul lait et vous aviez des endroits où il y avait marqué 2 ou 3 seulement prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont dit la chose suivante, ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des gens qui ont entendu dans le public qu'il ne va pas y avoir du lait et qui sont allés très tôt le matin et qui ont vidé les rayons. Donc les propriétaires du supermarché se sont dit on va pas passer la journée comme ça va pas être possible. Voilà, et eux, c'est-à-dire momentanément à cause de ce flux inattendu, alors ils étaient pas prêts, mais il manquait pas de lait puisque de toute façon la grève n'avait pas commencé, d'accord? Et donc eux, ils se sont trouvés tout d'un coup à rupture de stock. Ça c'était le premier cas. Deuxième cas, les autres super qui ont vu qu'il y a eu des ruptures de stock, ils se sont dit, nous, on ne veut pas non plus être en rupture de stock, on va rationner. Encore une fois, il n'y avait pas de raison, tout ça, c'est de la psychologie, c'est quelque chose, puisqu'il y avait du lait normalement, puisque c'était une question de faire. Et ceux qui ont fait que le lait était normal, ils se sont dit, nous, on a du lait, et les gens étaient dans mon coin où était normal, n'ont pas acheté trop, donc il n'y a pas de raison de les rationner. Et c'est intéressant, parce que j'avais parlé la semaine dernière de ce qu'en Israël, on appelle ça les Vatikei Cherem, c'est-à-dire les vétérans du cas d'urgence. On va nous dire, mais c'est quoi ce que vous avez dit? Non, parce que là, qu'est-ce qu'il s'agissait un produit d'ailleurs qu'on peut pas tellement garder parce que le lait, il a assez périssable. Il est périssable. Et donc, les gens ne savaient pas non plus combien de temps on pourrait manquer de lait. Et c'est un produit essentiel aussi. Et donc, on peut comprendre. Et donc, il y a une certaine panique qui s'est faite, mais en vérité, qui était en fait injustifiée, et qui était beaucoup psychologique plus qu'autre chose. Voilà, bon, et ce qui est bien de savoir, c'est que tout est rentré dans l'ordre et c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe à la communication maintenant. On parle de Hot qui a prélevé de l'argent sur des cartes bleues de personnes qui n'étaient même pas clients chez eux. Comment est-ce possible pour une société pareille? Daniel, ça paraît un peu bizarre. Tout à fait. Et d'ailleurs, on verra à la fin que j'ai pas vraiment la réponse à l'énigme, mais je veux ici exposer le cas. Et d'ailleurs, il faut rendre l'hommage, c'est Mako, c'est-à-dire la deuxième chaîne de télévision, qui a parlé de ça et qui a aidé dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il s'agit? Quelqu'un dont les parents étaient malades, très malades, est passé chez eux les voir, et tout d'un coup, ce qu'il n'a fait pas d'habitude, il regarde leur carte de crédit. Et il voit qu'il y a une Hot Mobile qui, justement, a pris de l'argent sur les cartes de crédit de ses parents, 400 shekels. Mais il a dit, mais vous n'êtes pas client là-bas. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de maintenant, c'est il y a au moins 3 ans, et en fait, c'est 15 000 shekels, et pas seulement d'ailleurs une ligne, leur aurait été ouvert 8 lignes à ses parents, alors qu'ils n'ont jamais demandé. Alors, il a téléphoné à l'entreprise en disant, mais mes parents, ils n'ont jamais demandé à être vos clients. Est-ce que vous avez un enregistrement, ou est-ce que vous pouvez me dire qui c'est qui a reçu la demande il y a quelques années? Nous sommes incapables de vous dire un enregistrement. Est-ce que vous avez un mail? Au moins, vous auriez envoyé une facture. Oui, nous avons ce mail. Il se rend compte que le mail sur lequel ils ont envoyé est un mail fictif, pas le mail de ses parents. Donc, ses parents n'ont jamais pu savoir. Est-ce que c'est possible que ce soit Hot qui se soit fait détourner par des gens mal intentionnés?
pas du tout. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il leur a dit, je veux que vous rendiez de l'argent. Alors, ils ont commencé à dire, on va te rendre, les 6 derniers mois, on va te rendre quelques centaines de shekels. Il a dit, non, je veux tout. Et il a dit, comme il voyait qu'ils étaient récalcitrants, il a dit, c'est très simple. Je vais m'adresser à la moitié à Tarkanou, ça veut dire ceux qui défendent, l'organisation qui défend les consommateurs, et je vais en parler à la presse. Il a rien que dit ce mot, je vais en parler à la presse, que tout d'un coup, ils ont accepté de augmenter énormément les montants et de rembourser en vérité les 15 000 shekels qu'ils avaient besoin. S'ils n'avaient pas été coupables, ils n'auraient pas accepté. Donc c'est que ils ont vu qu'il y avait une erreur. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que il y a Mako a fait, elle a appelé le mobile. C'est à ce moment-là que ça a déclenché les choses, qu'ils ont compris que la presse était dessus. Mais après, elle a fait elle a eu d'autres plaintes, Mako. Et par exemple, quelqu'un qui est de Ashkelon qui a dit, vous savez, moi, sans que j'ai demandé la permission, on m'a mis chez mobile alors que j'étais chez quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle Nioud, parce qu'on peut changer de compagnie si on le veut. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est très bizarre. Et la question que pose l'article, la chose suivante. Comment ça se fait qu'on peut prendre de l'argent des cartes de crédit sans que les gens soient au courant, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'ils avaient les numéros des cartes de crédit. D'où est-ce qu'ils avaient ces numéros automobiles pour pouvoir prendre l'argent, d'accord? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de contrôle? Moi, j'ajoute de contrôle interne à la société pour voir si ça avait été bien fait et savoir si le bien avait été bien envoyé, etc. Comment ils ont les cartes bleues, quoi. C'est ça qui est... Et contrôle externe, comment ça se fait ceux qui sont chargés, il y a une organisation, une autorité qui est chargée de vérifier ces choukas, une autorité de marché financier qui est chargée que de voir tout ce qui va bien dans les cartes de crédit. Comment ça se fait quel point de vue sécurité? Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a des milliers de clients. Ça veut dire que il y a des gens qui ont, je sais pas, ils n'ont jamais été apparemment en interaction avec automobile, mais apparemment, il y a une possibilité pour des grosses sociétés d'avoir les numéros des cartes de crédit et de prendre de l'argent là-dessus. Alors, c'est pour ça que d'abord, je redis, c'est pour ça que j'en ai parlé ici aussi, je refais un avertissement que je fais dès que je peux aux gens. Vérifiez chaque jour vos cartes de crédit. Parce qu'il peut y avoir des fautes comme ça, il peut y avoir aussi des hackers, pour bien vérifier que ce que vous avez, tout ce qui est dépensé, ce sont bien des dépenses que vous avez effectuées. Si vous avez des parents comme monsieur, parce que là, les parents étaient malades, ils pouvaient pas vérifier eux-mêmes. Et ils ont pensé d'ailleurs que c'était pas des sommes au début importantes, donc ils ont pensé que c'était dû à leur problème médical, ils ont pas fait attention de vérifier si vous avez, encore une fois, des gens qui peuvent pas le faire tout seuls, de les aider et de voir ensemble. Moi, c'est une des premières choses quand je vois quelqu'un qui vient chez Qualita, on regarde ensemble les crédits pour voir s'il n'y a pas eu de problème. Bon, alors merci pour l'avertissement. Je suis sûre qu'il sera entendu. On continue avec une bonne nouvelle. Une nouvelle comme on les aime, Daniel. C'est Catworks. Alors, ça n'a rien à voir avec moi. On aurait pu croire, mais non, malheureusement, je n'ai rien à voir avec cette start-up israélienne qui, pour 600 millions de dollars, vient d'être rachetée par le géant médical Medatronic. J'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas le cas. Alors, de quoi il s'agit exactement? Parce que franchement, c'est une belle réussite israélienne. Oui, d'abord, il faut dire que c'est une société, effectivement, une start-up israélienne qui a été dirigée par des cardiologues qui travaillent à Bellinson. C'est eux qui ont créé cette société en 2012 et en 2022, ils ont reçu, il y a des gens qui l'ont investi dedans pour 75 millions de dollars. Cette société-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'on appelle un tzintour, c'est-à-dire, comment c'est la traduction française de tzintour, pour pouvoir vérifier dans le cœur s'il y a un problème ou pas. À l'heure actuelle, quand quelqu'un a peut-être un problème cardiaque, on lui fait de vérifier par des exercices s'il y a un problème, et après, on lui fait justement une certaine opération, c'est une petite opération, on rentre donc des aiguilles qui peut être assez dangereuse d'ailleurs pour voir s'il y a un problème ou pas. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de déboucher quoi que ce soit, et on a fait cette intervention sans qu'il y ait besoin de la faire. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à faire par une sorte de radio, mais aidé par l'intelligence artificielle, à voir s'il y a un problème ou pas de flux de sang vers le cœur. C'est ça le plus important, parce que on sait malheureusement 40% des morts cardiaques sont dus au fait qu'il y a un problème dans les artères et que les artères sont bouchées. Et donc, grâce à cet appareil, ils arrivent à voir exactement ce qui se passe ou pas. Au début, les cardiologues, et en Israël, et d'ailleurs au Japon, en France et en Amérique, c'est là où ça a été vendu et ça a été accepté, ont eu du mal à être convaincus. Et lorsqu'ils ont vu les résultats que ça a donné, ils l'ont accepté et ça marche très très fort. Et d'ailleurs, cette société-là
Metatronics a dit, je l'ai acheté parce qu'il n'y a que des Israéliens qui ont de l'insolence, il a appelé en hébreu, chutzpah israélite, dans ce domaine médical, qui peuvent arriver à faire des choses pareilles. Extraordinaire. Et d'ailleurs, on parle même que, pour l'instant, vous avez parlé, c'est vrai, de 600 millions de dollars. J'ai vu des chiffres que peut-être l'affaire ira jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc, c'est vraiment un grand succès, comme vous l'avez dit, pour, encore une fois, des startups israéliennes. Alors, vive la chutzpah israélienne, comme on dit, parce que ça peut mener loin. En tout cas, merci pour ces infos. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.